Bienvenue dans cette nouvelle série du Code de la route 2021 du mois de octobre. Bon, j'espère que vous allez me comprendre. J'ai une fin de rhume, ça va un peu mieux, mais j'ai quand même un petit peu le nez bouché. Donc je vais faire attention à bien articuler pour que vous puissiez bien comprendre. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. La situation qui représente le plus de risques est la situation numéro 1, réponse A. La situation numéro 2, réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ici? On voit qu'il y a deux photos qui sont presque identiques, d'accord? On a les mêmes véhicules, on se retrouve aussi sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On a la confirmation avec la ligne continue sur la gauche et la barrière qui va nous séparer avec les voies d'en face, d'accord? Donc ici, on est sur un axe rapide et sur la droite, vous avez une bande d'arrêt d'urgence. Vous avez vu, la bande, elle est très longue avec un petit intervalle. Donc ça, c'est une bande d'arrêt d'urgence. La distance de sécurité est au minimum de 2 bandes d'arrêt d'urgence si on est sur l'autoroute, d'accord, à 130 km/h, donc un petit peu moins, en effet, si on est sur une nationale, d'accord. Donc là, on nous demande la situation qui présente le plus de risques. Et bien, ça va être forcément là où on se trouve le plus proche de la voiture de devant. D'accord? Donc ici, on a un intervalle qui est assez important. On voit bien 2 bandes, même voire un petit peu plus. Et là, on a une bande et pas tout à fait le début d'une deuxième. Donc on est un petit peu plus proche, enfin on est même beaucoup plus proche que sur la situation numéro 1. Donc la situation qui présente le plus de risques, eh bien, c'est la situation numéro 2. Donc réponse B. Question 2. Si je n'obéis pas à cet agent qui me fait signe de m'arrêter, je risque une amende de 7 500 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de 6 points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ne pas obéir à un ordre d'un agent, hein, d'accord, ça fait partie d'un refus d'obtempérer. Ne pas confondre avec le délit de fuite, d'accord? Le délit de fuite, c'est quand on a causé un accident, que ce soit corporel ou matériel, hein, d'ailleurs, peu importe, mais quand on a causé un accident et qu'on prend la fuite, ça c'est un délit de fuite. Si on ne respecte pas l'ordre d'un agent et qu'on prend la fuite, c'est pas un délit de fuite, ce n'est pas un accident, mais c'est un refus d'obtempérer. Donc faites bien la différence entre les deux parce que souvent vous faites des erreurs là-dessus. Dans ce cas-là, en cas de refus d'obtempérer, vous allez avoir une amende de 7 500 €, d'accord, et un retrait de 6 points. Donc si vous êtes jeune conducteur, c'est fini, hein, vous n'avez plus de permis d'ailleurs. Donc là, c'était réponse A et C. Question 3. Stationner en marche avant est plus facile à manœuvrer? Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le danger en repartant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, stationner, c'est plus compliqué. Je vous montre, je vous fais un petit dessin là. Vous voyez, vous avez les voitures en stationnement ici, d'accord, rangement en bataille. Donc, si vous voulez vous stationner dans cet emplacement-là, entre les deux véhicules, en marche avant, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir vous écarter comme ça pour ensuite vous garer. D'accord? Ou alors sinon, si vous allez faire trop court pour pas empiéter la voie qui est en face, si vous faites trop court, le derrière, là, votre voiture, elle va taper. C'est pas possible. Alors vous serez obligé d'avancer, de reculer, avancer, reculer, et là, vous serez bien gêné.
D'accord? Donc quand vous êtes en marche avant, il va falloir faire ça, et encore, hein, des fois il va falloir le refaire en plusieurs fois. Parce que vous avez un angle de braquage qui est moins important en marche avant qu'en marche arrière. D'accord? L'idéal, c'est de y aller en marche arrière, c'est-à-dire que vous avancez comme ça. Voilà, vous avez votre véhicule qui est là, hein, avec le devant de votre véhicule, et puis vous allez reculer en marche arrière, comme ça. Ok? Et vous retrouvez comme ces deux voitures en stationnement. D'accord? Il y a un intérêt de se garer comme ça, en marche arrière et pas en marche avant. C'est que quand vous allez ressortir, je vous mets la diapo suivante, et vous ne serez pas dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand vous allez ressortir, vous allez avoir une bonne visibilité, le fait de vous garer en marche arrière. Là, cette voiture-là, elle s'est garée en marche avant. Et vous avez vu, elle est obligée de faire reculer déjà au moins la moitié de sa voiture. Hein. On voit bien toute cette zone-là, d'accord? Elle est sur la route là déjà. Hein. Vous avez vu comme elle empiète sur la route. Eh bien, on ne voit même pas la personne qui est au volant, ce qui veut dire que elle ne nous voit pas non plus arriver. Donc elle a déjà ressorti la moitié de sa voiture, elle ne sait pas encore si elle peut s'engager. Donc elle a pris des risques, d'accord? Donc c'est plus dangereux en effet de se garer en marche avant. Donc stationner en marche avant est plus facile à manœuvrer? Non, pas du tout. Donc là c'était réponse B. Est-ce que ça augmente le danger en repartant? Oui, réponse C. Question 4. Ce conducteur routier qui conduit un poids lourd de 16 mètres de long va devoir se déporter à gauche pour aborder ce virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est un véhicule qui a un gabarit qui est énorme. Donc s'il reste bien dans cette voie-là, d'accord, le devant va passer, mais le derrière, lui, il va couper la trajectoire et donc il va heurter, là, ici, le rocher. D'accord? Donc pour que le derrière puisse passer, il va falloir qu'il avance un petit peu comme ça, qu'il empiète un petit peu dans la voie d'en face, pour ensuite pouvoir rejoindre sa voie. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, on imagine que c'est les routes devant, mais la trajectoire des routes derrière, ça va être ici. D'accord? Alors que il s'est écarté beaucoup. Donc s'il avait eu une trajectoire comme nous en voiture, ça serait bien passé, mais les trajectoires des routes derrière auraient tapé le rocher qui est à droite. Donc ça, vous avez aussi des situations quand on est en ville, hein, dans des tournants tout bêtement, hein, vous l'avez déjà vu, j'empiète un petit peu, mais ça va vous aider pour la conduite plus tard ou pour d'autres questions dans la même situation. D'accord? Un poids lourd qui veut tourner ici, donc on imagine hein, la voie là. Un poids lourd qui va tourner à droite, il va devoir empiéter sur votre voie pour ensuite tourner. D'accord? Et souvent, il fera même ça. Hein, il va s'écarter un peu pour pouvoir faire ça, pour limiter un peu le fait d'empiéter. C'est pour ça d'ailleurs que les feux maintenant, souvent, ils sont pas mis pile au niveau de l'intersection, mais vous avez remarqué, ils sont mis un petit peu en retrait. D'accord? Vous avez la ligne d'effet qui est ici du feu, et vous devez vous arrêter ici pour pouvoir laisser un bus, un poids lourd, la possibilité de tourner, d'accord? Et ça va être le même problème sur la gauche, c'est-à-dire que quand il va tourner à gauche, le devant va tourner correctement, mais n'oubliez pas que le derrière, lui, il va faire plus court, d'accord? Donc il va aussi empiéter sur votre voie. Donc ça, quand vous arrivez dans l'autre sens, il faut aussi l'anticiper. Vous savez qu'un poids lourd va mettre une trajectoire beaucoup plus importante. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 5. Un jeune conducteur est capable de lire ces indices en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors conduire, c'est anticiper plein d'indices. Ça va être anticiper le feu qui peut changer de couleur, ça va être observer ma voie pour voir si je suis dans la bonne voie en fonction de là où je veux aller, ça va être regarder ce que fait le véhicule de gauche, ça va être regarder la règle de priorité de passage au niveau de l'intersection qui est juste avant le feu, ça va être aussi regarder si lui ne veut pas reculer. Vous voyez, c'est une multitude de choses. Et puis ne pas oublier non plus dans le rétroviseur. Un jeune conducteur au début, il est tellement occupé par la mécanique et la maîtrise mécanique de la voiture, donc sa trajectoire, écouter le moteur pour changer de vitesse en temps et en heure, bien maîtriser les pédales, qu'il a du mal, du coup sa concentration elle est plus à l'intérieur de la voiture et moins à l'extérieur de la voiture. D'accord ? Au début, quand vous apprenez, vous êtes allé 70% concentré sur l'intérieur de votre voiture et 30% sur l'extérieur. L'objectif, ça va être de faire l'inverse. C'est-à-dire que plus vous allez progresser, plus il va falloir reporter votre attention sur l'extérieur. Donc on ne pensera presque plus à la voiture, maximum 30% à la mécanique voiture. Plus tard, quand vous aurez plus d'expérience, ça sera encore beaucoup moins. Mais en jeune conducteur, c'est ça. Et ensuite, le but, c'est d'avoir 70% de votre concentration sur l'extérieur de la voiture. D'accord ? D'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont des difficultés en voiture, il y en a peut-être qui ont déjà commencé, et qui ont vraiment du mal au niveau maîtrise de la voiture, du coup, ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'extérieur. Si vous avez beaucoup de difficultés pour éviter de faire des heures supplémentaires, beaucoup d'heures, et que ça vous coûte plus cher, et aussi que vous soyez démotivé, je vous conseille de passer en boîte automatique, d'accord ? Vous passez le permis en boîte automatique, et après, plus tard, si vous voulez revenir en boîte manuelle, il suffit de faire un petit stage pour redevenir à l'aise un petit peu avec la boîte manuelle, d'accord ? Mais c'est beaucoup plus facile de faire comme ça, et ça vous évite de faire beaucoup d'heures. Ça, c'était le petit conseil. Bon, j'espère que vous m'entendez bien avec ma voix un petit peu cassée. J'essaie de faire le mieux que je peux, mais on verra si ça passe. Alors, question suivante. Question 6. Je viens de mettre le moteur en marche et ce voyant reste allumé. Je peux partir, il n'est pas important. Réponse A. Je peux partir, mais je dois faire réparer rapidement. Réponse B. Je ne peux pas partir. Réponse C. Alors au démarrage, si ce voyant reste allumé, d'accord, c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, après, une fois que vous avez démarré, il est censé s'éteindre. Donc s'il reste allumé, c'est qu'il y a un problème. Et là, s'il est rouge, ça veut dire je ne peux pas partir. D'accord ? Alors, ici, il indique soit un manque de liquide de frein, de freinage, ou le blocage du frein à main. D'accord ? Le frein à main qui est serré, par exemple, ou qui est bloqué. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord vérifier si le frein à main n'est pas enclenché. D'accord ? Si c'est ça, il suffit d'enlever votre frein à main, et puis le voyant va s'éteindre. Si le frein à main est bien baissé, enlevé, désenclenché, et que le voyant est encore allumé, d'accord, là c'est un problème plus grave, d'accord, et ça peut provenir par exemple d'un manque de liquide de frein dans le système de freinage. Et ça, du coup, ça risque de plus freiner au prochain coup de pédale. D'accord ? Et donc là, vous aurez un accident. Du coup, vous devez faire venir une dépanneuse. Vous ne pouvez surtout pas circuler dans cette situation-là. Donc, dans tous les cas, je ne dois pas partir avant d'avoir réglé le problème. Soit un oubli de frein à main enlevé, soit vraiment un problème de système dans le freinage qui là devient très 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 dangereux. Donc, ces réponses, c'est Question 7. La file permet d'éviter le blocage des roues en cas de freinage d'urgence. Réponse A. D'amplifier le freinage. Réponse B. D'indiquer un problème de pression sur un pneu. Réponse C. D'indiquer le franchissement involontaire d'une ligne continue ou discontinue. Réponse D.
Ah, ça, je me rappelle de cette question. Ça fait partie d'une des questions que je vous ai dit de réviser là pour ceux qui se sont inscrits à la formation gratuite pour pouvoir progresser plus vite. Je vous ai dit de revoir ce que c'était la file, comment ça fonctionnait, ce que c'était, ce que ça veut dire et comment ça fonctionnait. Donc, on va voir si vous avez bien répondu maintenant. Alors, la file, qu'est-ce que c'est? C'est une aide à la conduite, d'accord? Il s'agit de l'alerte de franchissement involontaire de ligne, d'accord? Donc A comme alerte, F comme franchissement, I comme involontaire et L comme ligne. Donc c'est un dispositif qui permet d'avertir le conducteur, d'accord, s'il franchit involontairement une ligne, que ce soit une ligne comme ici discontinue, ou une ligne continue, hein, ça peut être aussi une bande blanche, d'accord? Là, il vous avertit de quelle façon, soit avec une vibration au niveau du volant, vous avez le volant qui vibre, le siège qui vibre aussi, ça peut être ça, et puis vous avez certaines voitures modernes, vraiment les dernières qui sont sorties là, ou alors les voitures haut de gamme, mais même les voitures moyenne gamme et bas de gamme, les dernières qui sont sorties le font un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'elles vous remettent aussi un peu dans la trajectoire. Donc il y a des détecteurs qui détecte tous les marquages au sol. Et donc, si vous vous déviez et que vous empiétez un peu sur le marquage alors que vous n'avez pas mis de clignotant, il va supposer que c'est un changement de voie qui n'est pas volontaire. D'accord? S'il y a un clignotant, il ne fera rien au moment où vous allez franchir cet axe-là. Si vous vous écartez sans clignotant, là, il va vous rappeler. Et puis, il va soit vous remettre dans l'axe, soit vibrer. Donc ici, ça permet d'indiquer le franchissement involontaire d'une ligne continue ou discontinue. Réponse D. Question 8. Je dois attendre que le moteur soit froid pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le liquide lave-glace qui est ici, hein, avec le réservoir qui est là, il faut le surveiller régulièrement parce que l'objectif c'est d'en avoir toujours dans votre réservoir, de manière à ne pas vous retrouver dans une situation où par exemple vous avez plein de boue de projeté par exemple par un poids lourd que vous avez croisé, plein de boue de projeté sur votre pare-brise, vous n'y voyez plus rien et comme vous n'avez plus de liquide lave-glace, les essuie-glaces vont balayer un peu la boue, mais ça va plutôt l'étaler sur votre pare-brise qu'autre chose, donc vous n'y verrez plus rien, d'accord? Donc toujours avoir du lave-glace dans votre réservoir. Alors, est-ce qu'il faut attendre que le moteur soit froid pour remplir le lave-glace? Non, ça n'a rien à voir avec votre moteur de voiture, d'accord? Là, c'est juste un réservoir pour injecter de lave-glace sur votre pare-brise. Donc, c'est complètement distinct. Vous pouvez le mettre à chaud ou à froid. Il y a peu d'importance. Le liquide où il faut faire attention, pour rappel, hein, à ne pas faire à chaud, c'est le liquide de refroidissement, où là vous allez vous brûler, d'accord? Donc là, lave-glace, aucun souci. Donc c'était réponse B. Question 9. Des passagers peuvent réduire la vigilance du conducteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, hein, les passagers, évidemment, ça peut perturber la vigilance du conducteur. Si vous avez une discussion, votre attention, elle est sur la discussion et moins sur l'extérieur. S'il y a des enfants qui se chamaillent aussi, il y a des fois, on sera obligé de se retourner pour se fâcher aussi. Ça, c'est très dangereux, d'accord? Donc, ce genre de situation, c'est à éviter. Donc, les passagers, en effet, peuvent réduire la vigilance. Donc là, c'était réponse A. Question 10. Je peux circuler dans le tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on observe la signalisation,
On voit qu'il y a une interdiction pour tout ce qui est transport en commun ou transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Donc tout ça, ça ne me concerne pas. D'accord ? Alors, après, qu'est-ce qu'on observe ? On voit que les feux de la barrière clignotent à gauche et à droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la barrière qui est ici et là va se baisser pour empêcher, interdire de rentrer dans le tunnel. Pourquoi ? C'est peut-être parce qu'il y a eu soit un accident à l'intérieur, soit un début d'incendie. Dans tous les cas, il ne faut pas rentrer dans le tunnel pour permettre aux pompiers de pouvoir intervenir, d'accord, et éviter le risque de suraccident, parce que vous êtes dans le noir, donc déjà les différents véhicules peuvent se taper, mais aussi pour éviter la propagation du feu entre les différents véhicules, d'accord. Donc quand c'est comme ça, souvent, dans les grands tunnels, vous avez des barrières ou des feux qui vous interdisent de vous engager dans ce tunnel. D'accord ? Donc là, la barrière va se baisser dans quelques secondes. Donc je ne peux pas circuler dans le tunnel. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que je peux circuler ? Non. Réponse B. Question 11. Pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pareil, hein. Cette question-là, c'était à réviser. Je vous avais demandé de travailler le corridor de sécurité, c'est-à-dire que vous deviez savoir qu'est-ce que c'est, d'accord, et quoi faire quand on est dans cette situation-là. Donc on va voir si ça a été efficace, votre révision à l'avance avant de faire cette série-là. Voilà, ça c'est génial parce que le fait de réviser avant, ça vous permet de retenir, de mémoriser, et au moment de la série, de confirmer si vous avez bien compris ou pas. Et c'est comme ça que vous allez retenir sur le long terme et éviter de refaire les mêmes erreurs sans cesse, d'accord ? Voilà, et puis ça permet de mettre le point sur des choses importantes à retenir. Ça, c'est une des choses aussi importantes à retenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corridor de sécurité ? C'est quand vous avez un véhicule qui est immobilisé, d'accord, sur le côté, ou qui circule à faible allure, hein, avec les feux de détresse ou un gyrophare, d'accord, sur l'accotement ou la bande d'arrêt d'urgence ou sur la chaussée aussi, hein, c'est pareil. Dans ces cas-là, vous devez obligatoirement réduire votre allure, d'accord, et ensuite, pour dépasser les véhicules sans danger, vous devez, si vous pouvez le faire, changer de voie, d'accord ? Si vous ne pouvez pas changer de voie parce que il y a des véhicules sur le côté ou d'autres qui arrivent derrière et qui vous dépassent, dans ce cas-là, vous devez vous écarter le plus possible, la limite de l'axe médian, là, hein, le plus possible des pointillés pour vous écarter le plus possible du danger, d'accord ? Voilà, alors du coup ici on va observer, est-ce que j'ai la possibilité de m'écarter complètement et de changer de voie ? Donc je n'ai personne là sur la gauche, et derrière, je n'ai pas de véhicule qui a l'intention de me dépasser. Donc oui, je ne vais pas hésiter, je vais changer de voie. D'accord ? Donc je ralentis et je change de voie. Donc pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Là, ça sera non, parce que je peux m'écarter. Donc je change de voie, oui. Donc c'était réponse B et C. Question 12. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. C'est pareil, c'était une des questions que je vous avais dit de retravailler en période probatoire, quelles étaient les limites et qu'est-ce qu'on risquait de perdre au niveau des points. Cette formation, elle vous permet donc d'avoir toutes les astuces pour bien progresser, pour éviter de refaire les mêmes erreurs fréquemment,
d'accord? Donc je vous donne une méthode de travail et en plus de ça, en bonus, à chaque fois, quelques jours avant la vidéo que je vous mets sur YouTube, vous avez les choses à travailler que vous devez connaître. Je vous mets pas tout non plus quand même, n'exagérons rien, mais je vous mets les choses qu'il va falloir travailler à connaître par cœur avant de commencer la série. D'accord? Ça vous permet aussi de progresser plus vite aussi. Pour ceux qui sont intéressés pour faire la formation, je vous rappelle, c'est une formation gratuite. Je vous ai mis le petit lien en dessous au niveau de la description. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en profiter, à vous inscrire. Vous avez juste à rajouter une petite adresse mail et comme ça je peux vous envoyer la formation sur votre adresse mail. Alors, pour cette question, il y a deux façons, d'ailleurs, à pas confondre, pour mesurer l'alcoolémie, d'accord? Il y a l'éthylomètre, qui lui mesure l'alcool en milligrammes par litre d'air expiré, c'est-à-dire que là, vous soufflez dans l'appareil, comme celui-ci, et puis il y a la prise de sang. Et la prise de sang, elle mesure l'alcool en grammes par litre de sang, d'accord? Alors, pour les conducteurs en période probatoire, la limite, elle est de 0,10 mg par litre d'air expiré, d'accord? Et en litres de sang, là, donc pour la prise de sang, la limite, elle va être à 0,20 g par litre de sang. Ça, vous devez le savoir par cœur. Vous l'aurez très souvent, cette question-là, donc apprenez-le par cœur. Comme je vous ai dit dans la formation, vous vous faites une petite fiche si vous avez eu un doute ou si vous ne savez pas. Vous vous faites une petite fiche et vous faites comme je vous ai expliqué dans la formation. D'accord? Ensuite, si je suis positif, du coup, c'est-à-dire que j'ai dépassé la limite autorisée, dans ce cas-là, je suis sanctionné, c'est-à-dire que je prends 6 points en moins. D'accord? Donc là, j'ai 6 points en moins sur mon permis de conduire. Ce qui fait que si vous êtes en tout début de période probatoire, vous perdez votre permis de conduire. Donc là, c'était réponse B. Question 13. Circulant avec un taux d'alcoolémie de 0,5 g d'alcool par litre de sang, le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par 2, réponse A, 10, réponse B, par 35, réponse C. Donc ceux qui l'ont révisé, je pense que ça va être bon pour vous. Là, quand on a un taux d'alcoolémie qui est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, d'accord, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. C'est réponse A. Si vous ne savez pas, pareil, une petite fiche, c'est obligatoire, il faut le savoir. Donc réponse A. Question 14. Généralement, un service d'autopartage est payant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez deux termes qui sont utilisés pour ça. C'est le service d'autopartage ou alors les voitures en libre service. Ça veut dire pareil, d'accord? C'est la même chose. Autopartage et libre service, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'autopartage? C'est un service qui met à disposition aux particuliers, ça veut dire à n'importe qui, une voiture ou plusieurs voitures en location, d'accord? Évidemment à condition que vous ayez votre permis de conduire. Et ce service, il est en règle générale, il est payant, d'accord? Souvent c'est un abonnement. Donc ici la question était, généralement un service d'autopartage est payant? Oui, réponse A. Question 15. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route? Réponse A. En feu de croisement? Réponse B. En feu diurne seulement? Réponse C. Donc les feux diurnes,
Seulement, la nuit, ça, c'est jamais. Il faut jamais faire ça. Les feux diurnes, ce sont les petits feux de jour que vous avez. Je vous montre là, voilà. Les petits feux de jour que vous avez, ça vous permet d'être vu un petit peu mieux le jour, d'accord? Mais le jour. Donc, surtout pas lasser. Ensuite, la question est de se poser, si vous avez du mal avec l'éclairage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Donc je ne vais pas trop m'attarder, si vous avez du mal, allez dans les vidéos à thème et regardez un petit peu la vidéo que j'ai fait pour ça. Donc ici, les feux de route, le critère c'est de regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça nous est complètement égal. Donc je vais rentrer en agglo, mais peu importe, je vais regarder s'il y a de l'éclairage. Il n'y a pas de lampadaire d'allumé, il n'y a rien, c'est le noir total. Évidemment, il n'y a personne en face, donc du coup, je dois, et j'ai bien dit je dois, mettre mes feux de route, d'accord? Donc c'était réponse A. Question 16. Cette télécommande permet de verrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, maintenant vous avez la plupart des télécommandes. Vous pouvez donc ouvrir votre portière en appuyant tout simplement sur un bouton, d'accord? Bon bah là, pour ouvrir c'est ici, et pour fermer c'est là. Même si vous avez ça. D'ailleurs vous l'avez aussi dans d'autres télécommandes, elle est cachée des fois la clé, je vous montre, là où je vous mets une petite photo, vous voyez la clé elle est cachée, il y a juste à la ressortir. C'est une sécurité, imaginez vous n'avez plus de pile. La pile elle est HS, elle fonctionne plus, vous pouvez plus ouvrir votre voiture. Donc vous avez toujours une petite clé qui accompagne la télécommande. D'accord? Voilà. Donc là, c'était réponse A. Cette télécommande permet de verrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Question 17. Pour avertir de mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors vous voyez, on est en agglomération. La règle pour le klaxon en agglomération, c'est je ne peux pas klaxonner, c'est interdit, sauf en cas de danger immédiat. D'accord? Là, c'est pas un danger immédiat, c'est juste un manque de visibilité. Donc c'est à moi d'adapter l'allure en fonction de ce manque de visibilité. Donc il me suffit juste que je ralentisse, d'accord, suffisamment pour pouvoir ensuite avoir la visibilité en face et savoir si je peux continuer ma trajectoire. Donc klaxonner ici ne sert à rien et en plus c'est interdit, ça ne fait pas partie des cas d'urgence là dans cette situation, et faire un appel de phare ne servirait à rien non plus puisque en plein jour celui qui arrive de l'autre côté ne verra pas mes phares, d'accord? Donc là c'était réponse B et D. Question 18. Les piétons sont tenus d'utiliser un passage piéton lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres. Réponse A. 100 mètres. Réponse B. Alors, les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons quand il y en a un à moins de 50 mètres de lui, d'accord? Donc, la personne, là, vous voyez, elle a l'obligation d'utiliser ce passage piéton si elle est proche de ce passage piéton. Donc, admettons, cette personne-là, si elle veut traverser et aller de l'autre côté, elle aura l'obligation de contourner la voiture pour ensuite aller chercher le passage piéton et utiliser ce passage piéton. D'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 19. En cas d'accident, un passager non attaché à l'arrière fait courir un risque aux autres passagers arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B.
aux passagers avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, hein, en cas d'accident, s'il y a un passager qui n'est pas attaché à l'arrière, il peut faire courir un risque aux autres passagers, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière. D'accord. Il y avait une petite pub d'ailleurs qu'on voyait à la télévision, une publicité de prévention routière, qui montrait qu'il y en a un qui n'était pas attaché à l'arrière, et puis il y a eu un accident avec un choc frontal, donc deux voitures se sont percutées de face à face, et celui de derrière a été projeté vers l'avant. Et comme il n'avait pas de ceinture, il a été projeté sur le conducteur avant et il a tué la personne de devant. D'accord. Ça peut être pareil aussi sur les côtés. Donc sur les passagers arrière, si vous avez un choc latéral ou si la voiture fait des tonneaux, celui qui n'a pas de ceinture, il va être projeté sur les côtés aussi, et donc il peut aussi faire courir un danger aux passagers qui sont sur les côtés. D'accord. Donc là, c'était réponse A et C. Question 20. La distance de freinage est allongée par des amortisseurs usés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un amortisseur, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une sorte de ressort que vous avez ici, là, derrière. On imagine, derrière, là, vous avez un petit ressort qui est là. À quoi il sert ce ressort? Je l'ai simplifié, parce qu'il y a aussi un amortisseur au centre, mais bon, je l'ai simplifié. Là, vous avez un amortisseur. Donc, un amortisseur, à quoi ça sert? Il permet à la roue d'être toujours en contact avec le sol. D'accord? Donc, il évite que la roue rebondisse, en fait. Donc, il presse votre roue au sol. D'accord? Ok? Et puis, il évite, quand vous avez une bosse, que la roue aussi ne remonte de trop vers le haut. Ok? Voilà. Donc, grâce à ces deux actions-là, que ça évite que ça remonte trop et que ça le presse au sol, le pneu est toujours en contact avec le sol. D'accord? Si votre amortisseur là est usé, votre roue, elle va rebondir. Et un coup, elle touchera le sol, un coup, elle touchera pas. Et au moment où elle touchera pas le sol, si vous freinez, la voiture, elle freinera pas parce qu'elle touche pas le sol. Donc, ça ralentit pas votre voiture. D'accord? Ce qui fait que votre distance de freinage, elle va être allongée. Donc, c'est important d'avoir des amortisseurs en bon état. Donc là, la distance de freinage est allongée par des amortisseurs usés. Oui, réponse A. Question 21. Sur route sèche et à 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 5 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 38 mètres, réponse C. Alors, comment on fait pour calculer facilement? Soit vous apprenez les chiffres par cœur, mais le mieux c'est quand même de savoir les retrouver facilement. Vous circulez là à 50 km/h, d'accord? Donc vous circulez à 50 km/h. Dans ce cas-là, vous allez toujours prendre le chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci. Ok? Et vous allez le multiplier par lui-même. Donc 5 fois, donc on multiplie par lui-même, donc je remets le même chiffre. Donc 5 fois 5, ça fait 25 mètres. D'accord? Allez, je vous sors un autre exemple. On roule à 90 km/h. Pour la distance d'arrêt, attention, pas la distance de freinage, c'est différent. Là, je vous parle de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, vous le multipliez par lui-même. Donc, je reprends mon chiffre, 9, et je le multiplie par lui-même, donc je le remultiplie par 9. Et donc, 9 fois 9, ça fait 81 mètres. D'accord? Donc, sur route sèche à 50 km/h,
on reprend mon calcul, 5 fois 5, je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 22. Ma voie est totalement encombrée. Je peux franchir la ligne continue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que, vous voyez, hein, ça c'est ma voie, normalement ici, je suis censée circuler là. Mais au bout d'un moment, là, la neige, là c'est ma bande blanche, et la neige, elle arrive ici. Et je vois même plus la bande blanche. Donc je n'ai plus de voie. Ma voie s'arrête ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je franchis ma bande blanche ou pas? Bien là, ça fait partie des cas particuliers, d'accord? Là, j'ai pas le choix. Je dois franchir la bande blanche. Parce qu'il existe quand même quelques circonstances dans lesquelles j'ai le droit quand même de franchir une ligne continue, d'accord? Et c'est toléré. On va dire que c'est exceptionnellement toléré, d'accord? Donc ça veut dire quoi toléré? Ça veut dire que c'est pas inscrit dans la loi, mais il y a quand même une tolérance par rapport à ça. Donc le dépassement sur une ligne continue, d'accord, est permis en cas de présence d'obstacles. Donc un obstacle, ça peut être quoi? Ça peut être un rocher de montagne, ça peut être un véhicule en panne sur la chaussée. Vous n'allez pas attendre que le dépanneur arrive dans 2 heures pour pouvoir justement après passer, d'accord? Donc un obstacle, ça peut être donc un rocher, un véhicule arrêté sur la chaussée, un chantier, hein, des travaux, d'accord? Ou aussi, ici, comme cette situation, ça on peut considérer que c'est un obstacle sur la chaussée. D'accord? Donc là, vous avez vu le gros tas de neige, là, la hauteur de la neige, on ne peut pas pousser la neige pour circuler dans cette voie-là. Donc c'est un obstacle. Donc là, c'était réponse A. Question 23. J'ai la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je la laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qui a la priorité normalement? D'accord? Qui a l'obstacle en fait? L'obstacle, moi j'ai ma voie normale et c'est elle qui a les voitures en stationnement. Donc elle doit s'écarter de sa voie pour emprunter la mienne, d'accord? Pour ensuite pouvoir, quand les stationnements seront terminés, revenir dans sa voie. Ok? Voilà. Donc, normalement, elle n'a pas emprunté ma voie comme ça, sauf s'il y avait eu un panneau qui l'autorisait à faire. Là, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneau. Donc, celui qui a l'obstacle doit laisser passer et pour pouvoir emprunter ensuite la voie d'en face. D'accord? Donc, c'est à la voiture grise de laisser le passage. Donc, est-ce que j'ai la priorité de passage? Oui. Réponse A. Est-ce que je la laisse passer? Là, elle est engagée, d'accord? Donc maintenant, je dois la laisser terminer, d'accord? Il n'y a aucun intérêt à avancer et tout bloquer dans la circulation. Après, je vais être obligé de monter sur le trottoir parce qu'on n'aura pas assez de largeur pour passer. Je n'ai pas non plus à monter sur le trottoir dans ce genre de situation-là. Donc je la laisse terminer parce que c'est vrai qu'elle aurait pu décider de ne pas s'engager parce qu'elle était au tout début des stationnements. Elle a mal, je pense, évalué son temps d'insertion, ou alors elle ne voulait pas respecter la règle. Elle a décidé de s'engager quand même. Là, je vais donc du coup la laisser finir. Donc c'était réponse C. A et C. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B.
Un limiteur de vitesse permet au conducteur de régler la vitesse limite qu'il ne veut pas dépasser. Donc s'il tente d'aller au-delà de la vitesse programmée, la pédale d'accélérateur devient inactive, d'accord ? Mais un fort appui sur la pédale d'accélérateur permet de dépasser momentanément cette vitesse en cas de besoin. Contrairement au régulateur, le limiteur, lui, peut être utilisé partout, dans toutes les situations, sur n'importe quel type de réseau, qu'il y ait du trafic ou pas de trafic, que ce soit en agglomération ou sur autoroute. Parce que c'est comme si vous conduisiez la voiture normalement, comme d'habitude, mais elle n'est mécaniquement pas capable de dépasser la vitesse que vous lui avez fixée. D'accord ? Donc vous pouvez moduler votre allure en fonction de chaque situation devant. Vous êtes toujours très réactif sur le frein et l'accélérateur, comme si vous n'aviez pas mis de limiteur. Voilà. Donc là, c'est réponse B. On n'a aucune obligation de désactiver le limiteur puisque ça s'adapte partout. Réponse B. Question 25. Écrire un SMS équivaut à quitter la route des yeux pendant environ 1 seconde. Réponse A. 5 secondes. Réponse B. 20 secondes. Réponse C. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, malgré tout, avec ma voix cassée. Je fais des efforts. J'essaye d'aller vite parce que vous me réclamez des vidéos, vous en voulez plus régulièrement, mais vous savez, ça met beaucoup de temps à faire, hein, ce genre de vidéos, parce que je les fabrique moi-même. D'accord ? Et puis je prends le temps de vous expliquer. Donc tout ça, ça met du temps. D'ailleurs, si vous appréciez, hein, n'hésitez pas, vous me mettez un petit like, un petit commentaire. Pareil, les petits commentaires, ceux qui font partie de la formation gratuite, là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si ça vous a aidé. Je veux bien un petit retour de votre part, ça me ferait très plaisir. Voilà, d'ailleurs, vous êtes nombreux, hein. En 1 semaine, je crois que vous étiez 300 personnes à s'inscrire, hein. Donc super, c'est que vous en avez besoin et que vous voulez en savoir plus. Donc ça, c'est génial, continuez comme ça, c'est comme ça qu'on progresse. Alors, donc écrire un SMS, il faut savoir que ça multiplie par 23 quand même, hein, c'est énorme. Hein. Ça multiplie par 23 le risque d'accident, d'accord ? Envoyer un message, souvent ça nécessite de quitter la route des yeux au moins pendant 5 secondes, d'accord ? Alors, 5 secondes, et près d'un accident corporel sur 10, c'est lié à l'usage du téléphone. 1 sur 10 quand même. Hein. Donc là, réponse B, c'était 5 secondes à peu près, vous mettez à peu près 5 secondes. Question 26. Je peux être titulaire du certificat d'immatriculation d'une voiture, même si je ne possède pas le permis B. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est assez récent, hein. Depuis 2017 en fait, hein, il y a une obligation de posséder le permis de conduire, d'accord, pour pouvoir immatriculer son véhicule, d'accord, et on doit en fournir la preuve. Et en plus, on doit aussi fournir l'attestation d'assurance, d'accord, qui est rattachée au véhicule immatriculé. Donc je dois fournir la preuve de mon permis de conduire et de l'assurance. Donc là, c'était réponse B. Question 27. L'appui-tête est un organe de sécurité. Pour le conducteur, oui, réponse A, non, réponse B. Pour les passagers, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, l'appui-tête, c'est un organe de sécurité passive, c'est-à-dire que ça agit
pour limiter le risque d'accident. Donc ça agit après l'accident, d'accord? Donc passif, c'est après. Et donc ça permet de préserver le conducteur, mais aussi les passagers du coup du lapin. Vous savez, c'est quand vous avez la tête qui part en arrière. Hein, et donc de risquer, par exemple, une paralysie. Donc c'est un organe de sécurité pour le passager et pour le conducteur, donc c'était bien A et C. Question 28. Le système Stop and Start permet aux moteurs des voitures qui en sont équipées de se mettre en veille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le système Stop and Start, ou aussi appelé système de mise en veille, c'est un dispositif qui permet donc l'arrêt et le redémarrage automatique de votre moteur, d'accord? Ça permet d'économiser en fait du carburant et donc de réduire la pollution. Tout dans les embouteillages, c'est super utile et super efficace. Donc ce système, il détecte si la voiture est arrêtée. Donc si le conducteur est arrêté par exemple à un feu rouge et qu'il a mis le levier de vitesse au point mort, et ben dans ce cas-là, ce système va s'enclencher et va arrêter le moteur. D'accord? Dès que l'embrayage est actionné, vous allez réutiliser l'embrayage, et ben le moteur va se réallumer automatiquement. Pour les boîtes automatiques, c'est un petit peu différent. D'accord? C'est en fait dès que vous allez freiner et que la voiture va être immobilisée, dans ce cas-là, le moteur s'arrête aussi, d'accord? Mais dès que vous allez lâcher la pédale de frein, le moteur va se réenclencher de nouveau et va refonctionner de nouveau. Donc là, c'était réponse A. Question 29. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'il y a un bouchon comme celui-ci, on allume les feux de détresse pour prévenir ceux de derrière qu'on circule soit à allure lente, soit qu'on est arrêté. D'accord? Comme ça, celui de derrière peut adapter son allure et éviter de nous rentrer dedans. Là, c'est pas le cas, vous avez vu, il y a plein de véhicules déjà qui nous serrent derrière, et le bouchon il continue derrière aussi. Donc mes feux de détresse ne sont plus utiles, puisqu'ils sont déjà au courant, ils ont déjà adapté leur allure. D'accord? Donc là, est-ce que j'allume les feux de détresse? Non, réponse B. Je les garde que si je les mets que si je suis le dernier de la file. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour? Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D. De jour comme de nuit, je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Pour n'importe quelle raison, échappement défectueux, ou un échappement qui répond pas aux normes aussi, il y en a qui s'amusent à mettre des échappements qui font plus de bruit. Même s'il est homologué et qui fait trop de bruit, ça ne passera pas. Donc réponse A, C. Question 31. La signalisation autorise le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, je circule sur une chaussée à sens unique. On voit la rambarde de sécurité, on voit la ligne continue ici, d'accord? Et manifestement, j'ai 2 voies pour moi, d'accord? Donc, la signalisation autorise bien le dépassement, d'accord? Donc là, c'était oui, réponse A. Est-ce que je dépasse?
Eh bien non. Pourquoi? Parce que là, c'est un chasse-neige. Vous avez vu, il chasse la neige là. Il a le gyrophare d'allumé, donc ça veut dire qu'il est en action, d'accord? Et donc quand il y a un chasse-neige qui circule, le dépassement est interdit, d'accord? Pour des raisons de sécurité, hein, c'est interdit. Donc est-ce que je dépasse? Non. Réponse D. Donc A et D. Question 32. Normalement, je devrais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, une voie d'accélération, réponse C, une voie de décélération, réponse D. Donc là, les panneaux nous indiquent que nous allons prendre la direction de l'autoroute. Nous avons une confirmation, on voit bien la rambarde ici, d'accord? Donc on va avoir ici une voie d'insertion. Donc qu'est-ce que c'est une voie d'insertion? C'est une voie où vous allez devoir accélérer pour essayer d'avoir la même allure que les autres pour pouvoir vous insérer, d'accord? Et vous devrez en règle générale céder le passage, d'accord? Priorité à ceux qui sont déjà sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse B et C. Question 33. L'éthylotest permet de connaître le taux exact d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, il faut connaître la différence entre l'éthylotest et l'éthylomètre. L'éthylotest permet donc, lui, juste de savoir si c'est positif ou pas. C'est juste un test, positif ou pas. L'éthylomètre, dans mètre, et en fait c'est mesure mètre, hein. On mesure la distance ou on mesure une quantité, mais c'est mesure mètre. Donc dans l'éthylomètre, là on mesure vraiment la quantité d'alcool, d'accord? Donc là, est-ce que l'éthylotest permet de connaître le taux d'alcool exact, hein, le taux exact d'alcool? Non, réponse B. Question 34. Au cours d'un arrêt cardiaque, les lésions au cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent à partir dès les premières minutes, réponse A, dès la première heure, réponse B. Donc une personne qui est en arrêt cardiaque, ça veut dire que son cœur ne fonctionne plus, d'accord? Et bien dans ce cas-là, ça permet plus de transmettre l'oxygène dans le cerveau, d'assurer l'oxygénation, d'accord? Si le cerveau n'est plus oxygéné, le tissu cérébral, hein, du cerveau va être abîmé, d'accord? Et donc là, il y a des lésions qui peuvent être irréversibles. Donc un arrêt cardiaque qui dure plus de 4 minutes sans aucune réanimation, d'accord? Ça abîme le cerveau. Donc dès les premières minutes en fait. Donc là, c'était réponse A. Question 35. Les phares directionnels adaptatifs se situent à l'avant d'un véhicule, réponse A, à l'arrière d'un véhicule, réponse B. Alors, les phares directionnels, c'est surtout présent sur des voitures haut de gamme. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça, normalement, ici, cette distance-là, c'est quand je vais tout droit, cette zone-là, hein, d'accord? Habituellement, l'éclairage, il est comme ça. Vous avez remarqué, le phare de droite, parce que ça, vous pouvez avoir d'autres questions, le phare de droite est plus long, il éclaire plus loin que celui de gauche, pour éviter d'éblouir ceux d'en face. Donc ça éclaire droit. Et quand je prends un virage, du coup, si ça éclaire droit, j'ai pas de visibilité sur ce qui va m'attendre de l'autre côté du virage la nuit. Donc là, à partir du moment où je commence à bouger un petit peu mon volant,
donc ça détecte, hein. Et là, vous avez les phares qui se déplacent vers la droite et donc qui orientent plus en direction de la route, d'accord? Pareil, quand vous prenez dans l'autre sens, hein, là, normalement, ça éclaire ici, hein, droit, comme ça, et ça va détecter donc la trajectoire de la route, et donc les phares vont se diriger plus en direction de la route. D'accord? Donc c'est à l'avant du véhicule. D'accord? À l'arrière, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. C'est juste pour être visible, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, c'était réponse A. Question 36. Le feu est rouge. Je m'arrête juste derrière la voiture de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le feu est rouge, d'accord? La voiture s'est arrêtée. D'ailleurs, il y a même des piétons qui commencent à traverser, donc ça confirme vraiment l'arrêt de la voiture. Donc moi, si je m'avance ici, je vais me retrouver au niveau de l'intersection, d'accord? Donc si je m'avance là, je suis là. Entre-temps, là, vous voyez la voiture qui est ici, là? Parce que là, le camion va dégager, hein, une fois que le piéton aura traversé. Moi, je suis toujours arrêté au feu rouge. La voiture qui est ici, elle va vouloir avancer. Et si elle avance et qu'elle veut tourner dans cette rue-là, moi, je bloque la circulation, d'accord? Donc, je fais un bouchon, je crée un bouchon. Donc, je ne dois jamais m'arrêter au niveau d'une intersection. Si c'est arrêté devant, je ne dois pas l'encombrer. Donc, je m'arrête maintenant. Donc, le feu est rouge. Est-ce que je m'arrête juste derrière la voiture de devant? Non. Réponse B. Question 37. Pour tourner à gauche, je peux changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on constate qu'il y a deux voies. Donc pour aller à gauche, il va falloir absolument que je prenne cette voie-là. Vous avez vu, là, elle est pour aller tout droit ou à droite. Donc il va falloir que je change de voie. Donc manifestement, je suis en sens unique. Donc là, le marquage au sol m'autorise à le faire. Maintenant, il va falloir que je regarde si personne ne m'a dépassé. Alors je vais revenir en arrière et vous allez regarder de nouveau. Qu'est-ce qu'on constate? Vous avez vu là dans le rétro? Il y a une voiture qui est en train de dépasser. Donc en fait, là, elle est arrivée dans mon angle mort. Donc ça veut dire juste à côté de moi. Ce qui fait que je ne peux pas changer de voie, hein. Il y a un véhicule déjà sur ma gauche. Donc est-ce que je peux changer de voie? Non, trop tard. J'aurais dû changer de voie avant que le véhicule ne me dépasse sur la gauche. Donc là, c'était réponse B. Question 38. Cette étiquette permet de connaître le bruit de roulement émis par ce pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors quand on roule, le pneu, ça lui provoque des vibrations. Et c'est ça qui provoque le bruit, d'accord? Et donc depuis quelques années, c'est une loi européenne, hein, c'est la législation européenne qui impose aux fabricants des pneumatiques de mettre une étiquette, d'accord? C'est obligatoire. Et dans cette étiquette, il doit y avoir la résistance au roulement, donc c'est calculé de A à G, d'accord. La performance du freinage en cas de route mouillée ou pas, et aussi le bruit du roulement, d'accord. Donc là, c'est exprimé en décibels, d'accord. Il y a 3 niveaux. Là, c'est sur le premier niveau, donc il est assez silencieux ce pneu. Si les 3 sont colorés, c'est que le bruit est assez important. Le bruit du pneu est assez important. Donc là, c'était réponse A. Question 39. J'ai fait le plein du réservoir de mon véhicule diesel avec de l'essence.
Je peux circuler à vitesse réduite jusqu'à un garage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le fait de confondre gasoil et essence quand vous faites le plein, eh ben, ça peut être dramatique, d'accord? Si vous roulez, la première chose à faire, c'est de couper le moteur. Donc si vous vous en rendez compte au moment où vous roulez, c'est trop tard, vous éteignez tout de suite le moteur, d'accord? Le plus rapidement possible, évidemment sans vous mettre en danger non plus. Ensuite, si vous constatez l'erreur alors que la voiture elle est encore arrêtée au niveau de la pompe, c'est-à-dire que vous n'avez pas redémarré encore, et bien surtout il est important de ne pas redémarrer le moteur, d'accord? Dans ce cas-là, vous ne remettez pas le contact, vous poussez la voiture afin de libérer quand même la pompe pour pas bloquer la station essence, et ensuite vous pouvez faire part de votre problème au personnel, parce qu'il y a des fois il y a certaines stations qui sont équipées pour faire des vidanges. Bon, ça reste assez rare, mais ça arrive quand même. Ensuite, si rien ne peut être fait en station, d'accord, et bien dans ce cas-là, il faut contacter votre assurance automobile. Pareil, vous poussez la voiture, vous contactez votre assurance et elle vous envoie un service d'assistance pour venir récupérer votre voiture et ensuite faire une vidange. D'accord ? Voilà. Alors, quels sont les signes qui doivent vous alerter si vous circulez et que vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite ? C'est que ça fait des bruits violents, un peu de hoquet et des cliquetis quand vous circulez avec votre voiture. Ça fait des bruits anormaux, d'accord ? Là, ça doit tout de suite vous informer et vous dire, tiens, je me suis peut-être trompé de carburant, d'accord ? Alors, quels sont les risques à rouler avec de l'essence à la place du diesel ? Ça endommage le moteur et surtout la pompe à injection, d'accord ? Donc, c'est important. Donc là, c'était réponse B. Question 40. Je circule sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, avant de répondre à la 40e question, n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, vous avez l'accès à la formation gratuite qui est donc dans la description en dessous. Il suffira juste de rajouter votre adresse mail et comme ça, je vous envoie l'accès à votre formation. N'oubliez pas non plus de mettre un petit like et un petit commentaire, surtout si vous avez des questions, parce que vous avez vu, j'essaye de répondre à toutes les questions. Bon, des fois j'en loupe quelques-unes, peut-être, j'en suis désolée, mais je commence à avoir de plus en plus de séries, donc de plus en plus de questions, donc ça commence à devenir un peu plus compliqué pour moi de répondre à toutes vos questions dans les temps, mais j'essaye toujours de répondre à vos questions. D'accord ? Donc n'hésitez pas, et puis pareil, n'hésitez pas en attendant la prochaine série à refaire toutes les autres séries, toutes les autres corrections que je vous ai proposées sur les autres séries. Ne vous inquiétez pas, elles sont toutes à jour. Le jour où il y aura une évolution au niveau de la réglementation, ne vous inquiétez pas, j'enlèverai cette série-là parce qu'elle sera plus à jour et je vous en proposerai une autre à la place. D'accord ? Donc, en attendant d'avoir la prochaine série de questions, de correction de ma part, faites les autres et aussi faites les petits thèmes que je vous ai proposés parce que ça vous aide beaucoup. Alors, concernant cette question-là, je circule sur autoroute. Est-ce que je circule sur autoroute ou pas ? Il y a un indice à savoir. Et ça, vous devez le savoir par cœur aussi. D'accord ? Là, on vous dit qu'il y a une sortie. D'accord ? La sortie numéro 20, qui sera dans 1 km. Je pourrais aller à Vitry-François ou à Cézanne. Et on nous dit aussi qu'il y aura l'aire de Somsou. Et le panneau aire de Somsou est en bleu, ce qui veut dire que je suis sur l'autoroute. À partir du moment où vous avez une aire de repos qui est de couleur bleue, ça veut dire que c'est une aire de repos d'autoroute. Donc réponse A,